là, je suis en retard. Mais pousse-toi, laisse-moi de la place, c'est le podcast, bon sang, je te dis. Allez, ça va commencer, hein. Chut, pas de bruit. Hein. Alors, aujourd'hui, on fait le point sur l'étude intitulée « Le coût caché de la réussite ». En gros, cette analyse de l'école EPIAD Le Dernier Théâtre, elle cherche à quantifier l'écart énorme entre le soutien dont les élèves ont vraiment besoin et celui qu'ils reçoivent. Premièrement, l'idée centrale, c'est de rendre visible une sorte de dette qui pèse lourd sur les familles. L'étude mesure concrètement le temps et les ressources que les parents doivent investir pour combler les manques du système, ce qui transforme une simple impression en données bien tangibles. Deuxièmement, l'approche se veut super pragmatique, pas du tout polémique. Le but n'est pas de faire un procès, mais plutôt de fournir des définitions claires, des ordres de grandeur et de montrer les conséquences très concrètes de cette fameuse dette éducative. Et enfin, l'objectif, c'est d'ouvrir le débat sur des solutions qui fonctionnent. En sortant du simple pari sur la réussite, l'étude veut lancer une vraie discussion sur la mise en place de dispositifs pour mieux accompagner les élèves et leurs familles. Bref, cette étude met des chiffres sur un problème que beaucoup ressentent, tout ça pour stimuler la recherche de solutions concrètes et efficaces. C'est la dette de temps qu'accumulerait un enfant sur sa scolarité. Et en plus, un coût caché de 6 260 € par an pour sa famille. Oui. Juste pour compenser les manques du système public, voilà comment démarre l'étude « Le coût caché de la réussite ». C'est un choc, oui. Franchement, ça sonne comme une accusation. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de mener l'enquête. D'où sortent ces chiffres? Est-ce que cette mécanique, elle tire la route? C'est exactement ça. On va se positionner en auditeur. L'étude qui a été faite pour l'EPIAD, l'École privée internationale d'art dramatique, elle est très dense. Oui. Donc, plutôt que de survoler, on va vraiment soulever le capot. L'idée, c'est que les parents qui se posent des questions puissent comprendre la méthode de calcul, la logique derrière, pour se faire leur propre avis. Parfait. Et comme dans tout audit, la première chose, c'est de vérifier les outils de mesure. On ne peut pas parler de dette si on n'a pas une monnaie, une unité de compte. Tout à fait. Comment on quantifie un manque éducatif? On ne parle pas de kilos, là. C'est le point de départ et c'est, je pense, le concept le plus important de toute l'étude. Pour sortir du flou, l'auteur a créé une unité de mesure bien à elle, la MAEE. La MAEE. Oui, pour minutes d'appui éducatif effectif. Et il faut vraiment bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste une minute de présence d'un adulte à côté de l'enfant. Attendez, ça c'est une distinction cruciale. La MAEE, c'est un peu comme si on passait d'une vision en calories à une vision en nutriments. C'est la meilleure analogie possible, vraiment. On ne compte pas juste le temps passé, on regarde si ce temps est nourrissant pour l'esprit. Exactement. Une MAEE, c'est une minute où deux conditions sont réunies. 1. L'adulte est pleinement disponible. Et 2. L'enfant est activement engagé. D'accord. Une heure de devoir avec le parent qui est épuisé, qui répond à ses mails en même temps et l'enfant qui traîne des pieds, en MAEE, ça vaut presque rien. C'est du temps vide, des calories vides. Ah oui, je vois très bien de quoi on parle. C'est le quotidien de beaucoup de familles. On passe du temps à côté, mais pas forcément du temps avec. Précisément. Et pour être encore plus fine, l'étude pondère chaque minute. Elle crée 3 niveaux de qualité. C'est ça le cœur du réacteur. D'accord. Le premier niveau, le N1, a un petit coefficient, 0,3. C'est la supervision, la logistique, va te brosser les dents, fais tes devoirs, ne cours pas. C'est le temps qu'on passe à être le manager de la famille. Le cadre de base. Indispensable, mais pauvre en transmission. Ok. Au-dessus, il y a le niveau 2, le N2, coefficient 0,7. Là, on est dans la pratique, la corrégulation. C'est l'adulte qui apaise une colère, qui recadre avec bienveillance, qui redonne du sens. C'est un rôle de coach, en fait. Coach émotionnel, motivationnel. Voilà. C'est déjà beaucoup plus qualitatif. Et le troisième niveau, j'imagine que c'est le Graal. C'est le N3. Coefficient 1.0, l'or pur. C'est l'expertise, l'interaction qui structure la pensée. C'est le moment où on donne une explication en maths qui débloque tout, où on corrige un geste en sport. Le fameux déclic. C'est la transmission de savoir à son plus haut niveau. Alors, si je résume, le diagnostic de l'étude, c'est que le problème, ce n'est pas tant le nombre d'heures passées avec les enfants, mais la répartition de ce temps. Oui, On serait noyé sous le N1, la logistique, on essaye de survivre en N2, le coaching, mais on aurait un déficit abyssal de N3, l'expertise.
C'est ça la fameuse dette. C'est précisément ça. Le système public français et donc les familles assurent un certain volume horaire. Mais la dette, elle se creuse sur la haute qualité. L'étude vise ce qu'elle appelle le standard B, un standard d'inclusion mondial. Mhm. Et ce standard exige une forte dose de N2 et surtout de N3. Et ce sont ces minutes-là, les plus précieuses, qui manquent et que les familles sont censées compenser. D'accord, le diagnostic est posé, la méthode de calcul est claire. Mais est-ce que ce n'est pas juste un standard théorique? Un truc impossible à atteindre? L'étude doit bien prouver que ce n'est pas une utopie. Bien sûr, et c'est là qu'intervient le comparatif. J'imagine, oui. Pour ne pas rester dans l'abstrait, l'étude prend un cas très concret, le Luxembourg. Elle le qualifie de standard C, c'est-à-dire un système qui atteint déjà ce haut niveau d'exigence, mais dans un cadre public. Ah, ce n'est pas un modèle privé élitiste. Non, c'est la preuve, selon l'auteur, que c'est réalisable par la puissance publique. Et alors, concrètement, qu'est-ce que le système luxembourgeois fait de si différent? Qu'est-ce qui explique un tel écart? Le tableau comparatif est sans appel. Prenons 2 exemples massifs. D'abord, le multilinguisme. Au Luxembourg, ce n'est pas une option, c'est une immersion totale, radicale. Ah oui, À 4 ans, tout est en luxembourgeois. À 6 ans, l'alphabétisation se fait en allemand. À 8 ans, on ajoute le français. attendez, à 8 ans? Oui. L'étude chiffre ça à plus 3000 heures de gymnastique cérébrale. Avant 10 ans, un enfant là-bas gère 3 systèmes linguistiques. La densité cognitive est juste incomparable. Ça, c'est un choc. On est loin du « My name is Brian » 1 heure par semaine. Le cerveau est sollicité en permanence. Et le deuxième exemple? C'est l'intelligence économique. Au lycée, ils ont une filière dédiée, la section N. Entrepreneuriat, finance, marketing. D'accord. Mais surtout, l'éducation financière est obligatoire pour tous dès l'école fondamentale. La compréhension du capital, d'un budget, c'est un savoir de base, comme l'histoire géo. L'étude évalue ça à plus 1500 heures de confrontation au réel. Et c'est là que les chiffres de la dette deviennent criants. Je suis en train de regarder le tableau 13 de l'étude. Le tableau de bord comparatif. Mhm. Sur le pôle langage, le besoin pour atteindre le fameux standard B, c'est 4500 heures d'appui. En France, le système public en fournit 1200. Il reste donc une dette de 3300 heures à la charge de la famille. C'est énorme. C'est une montagne. Et maintenant, regardez la ligne du Luxembourg sur ce même tableau. Pour le même besoin de 4500 heures, leur école publique en fournit 4000. Le reste à charge pour la famille, c'est 500 heures. La différence est colossale. D'un côté, une mission quasi impossible pour les parents, de l'autre, un ajustement gérable. Et c'est la même chose pour la culture du capital. En France, 600 heures de dette. Au Luxembourg, 200. Le mécanisme est clair. Le système français a externalisé l'éducation de haut niveau sur les familles. Alors que le système luxembourgeois, lui, l'a internalisé. Il fait le job, comme le dit l'étude. Ce qui nous amène à la question que tout le monde doit se poser. Le constat est accablant, on a compris d'où vient cette dette de 11 900 heures. Oui, On fait quoi alors? On baisse les bras? Quelle est la porte de sortie? c'est la question logique, oui. Et la solution n'est pas magique, elle est logistique. On ne parle pas de réformer tout le système en 6 mois, j'imagine. Non, bien sûr. L'étude ne dit pas « il faut tout casser ». Elle dit « il faut combler les manques de manière intelligente ». Pour ça, elle propose de créer ce qu'elle appelle des dispositifs intermédiaires. C'est-à-dire? Des structures qui peuvent prendre en charge de façon organisée ce que ni l'école ni la famille ne peuvent faire seules. On arrête de demander aux parents d'être à la fois prof de maths, coach sportif et prof de chinois. Logique. L'étude ventile très clairement la nature de la dette. Si on regarde le tableau 14, sur les 11 900 heures de manque, on voit la répartition. Oui. Il manque d'abord 2000 heures de niveau 3, l'expertise pure. Pour ça, il faut un pédagogue, un spécialiste. Ce n'est pas le rôle d'un parent. Ensuite, il manque 4300 heures de niveau 2. La pratique, le coaching. Exactement. Ça peut être fourni par un animateur qualifié, un coach sportif. Et enfin, le plus gros volume, 5600 heures de niveau 1, la supervision. Ça peut être géré par un tuteur dans un cadre sécurisé. À chaque manque, sa compétence. Voilà. Et c'est là qu'on arrive au chiffre qui, pour moi, est le plus choquant. Le tableau 15. Celui qui compare la charge totale. Oui. Pour une famille en France, la dette est de 11 900 heures sur 20 ans. Pour une famille en Luxembourg, elle n'est que de 2300 heures. Attendez, ça veut dire qu'on demande à un parent français de fournir
5 fois plus de travail qu'un parent luxembourgeois pour ramener son enfant au même niveau. Le calcul est implacable. Et cette charge de temps, qui est impossible, se traduit forcément en coûts financiers. Le tableau 16 pose des hypothèses de coûts pour externaliser ça. Dans un dispositif collectif, donc optimisé. Voilà. On parle de 6 € de l'heure pour du N1 en groupe, 12 € pour un atelier N2 et 20 € pour de l'expertise N3 en petit groupe. Et la boucle est bouclée. On fait le calcul avec la dette française et on retombe pile sur le chiffre du début. 6 260 € par an. C'est ça. Sauf que maintenant, ce n'est plus un chiffre abstrait. On voit d'où vient chaque euro. C'est le prix à payer pour la défaillance du système sur les compétences clés. Et au Luxembourg, avec leur dette 5 fois moindre, le coût pour la famille tombe à 1 010 € par an. L'étude appelle ça la facture de l'inégalité. C'est terrible. Soit la famille française paie, soit elle s'épuise à essayer de tout faire elle-même, soit elle renonce, et l'enfant subit le déclassement. C'est le dilemme. Après cette plongée dans les chiffres, les coefficients, les dettes, on a l'impression d'être dans un tableur Excel gérant. On pourrait penser que c'est une vision très technique, froide, presque déshumanisée de l'éducation. C'est une réaction tout à fait normale, et l'étude l'anticipe d'ailleurs dès son préambule. Ah oui? Dans une section qui s'appelle « Un système axiologique, pas un moule », l'auteur précise bien que toute cette ingénierie ne vise pas à formater les enfants. L'objectif, et je cite, est de standardiser les conditions de leur épanouissement. Standardiser les conditions de l'épanouissement. C'est une formule intéressante. Développez un peu. L'idée, c'est que la liberté, la créativité, l'individualité, elles ne peuvent pas s'épanouir dans le chaos. Elles ont besoin d'une structure solide pour s'exprimer sans s'effondrer. Mhm. L'auteur utilise une phrase qui m'a beaucoup marquée. « Sans structure, il n'y a pas de liberté possible ». Dans cette vision, toute la machinerie technique, les standards, les heures, ce n'est que la colonne vertébrale. Le squelette. Le squelette qui garantit à l'enfant d'avoir les outils assez solides pour être pleinement lui-même dans un monde complexe. Donc, si je comprends bien, on quitte le monde du pari, de la chance, pour entrer dans celui de la garantie. C'est ça. L'objectif n'est plus de croiser les doigts pour que son enfant s'en sorte, mais de mettre en place une stratégie maîtrisée pour qu'il ait toutes les cartes en main. La machine est au service d'une cause humaine, en fait. Exactement. Protéger l'enfant et lui garantir les moyens de sa souveraineté future. Il ne s'agit pas de créer une élite, mais de donner à chaque individu le socle commun pour comprendre le monde et y agir. Si on synthétise notre dite, le parcours est clair. On part d'un constat chiffré brutal. Oui, 11 900 heures, plus de 6 000 €. On a l'outil pour le mesurer. La MEE, cette fameuse minute nourrissante, on a la preuve par l'exemple que c'est possible, avec le Luxembourg. Et on a une proposition de solution, la logistique, les dispositifs intermédiaires. C'est une excellente synthèse du mécanisme. Et pour prendre encore plus d'auteur, l'étude termine sur une analyse des planchers historiques. C'est-à-dire, Elle explique qu'à chaque époque, le niveau d'exigence pour être inclus socialement a augmenté. On est passé du plancher clanique au territorial, puis national. Aujourd'hui, on est à l'étage mondial. d'accord, je vois. Ne pas préparer un enfant à cet étage, ce n'est pas le protéger, c'est le condamner à subir les règles de ce monde, au lieu de pouvoir s'en servir pour construire sa vie. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question en suspens. L'étude met un prix, très précis, sur le coût du rattrapage. Mais elle nous force à nous demander autre chose. Quelle est la valeur, cette fois inestimable, d'un individu qui a reçu les outils pour être pleinement autonome et souverain dans le monde tel qu'il est, et non tel qu'on l'imagine ?